Alain Boinet, donc Solidarité est présente depuis 31 ans en Afghanistan. Et vous rappelez dans une tribune, vous aussi, publiée il y a quelques jours, en fait, en rapport avec la conférence de Bonn, hein, on en parlera, je pense, dans ce débat, la conférence de Bonn 2 qui vient de s'achever et qui prend le relais donc, des questions humanitaires sur l'Afghanistan, après la première il y a 10 ans. Vous dites l'Afghanistan, ça suffit. Les populations n'ont pas accès à l'eau, 78%, 8 millions d'Afghans ont faim, 50% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, etc., etc. Donc on est toujours devant le même problème. Oui, effectivement. D'abord, merci au CICR d'organiser cette réunion et pour son invitation. Le titre, c'est Afghanistan 10 ans après, donc on comprend bien la logique des 10 ans, hein, le 7 octobre, avec l'intervention des troupes américaines et de leurs alliés. Mais évidemment, n'oublions pas que la guerre en Afghanistan a commencé bien avant. On peut remonter à 1975, 1978, 1979 avec l'intervention des troupes soviétiques. Donc on est dans un conflit qui dure depuis longtemps et qui continue et qui va continuer. Donc pour une association humanitaire, le lien dans un pays comme l'Afghanistan, c'est celui de la pauvreté confrontée au conflit, qui est un processus tout simplement de destruction à la fois des personnes et des biens dans un pays très pauvre. Donc au fond, on peut dire que depuis 10 ans, beaucoup de choses ont été faites. Le résultat, alors on a un résultat, je dirais, mitigé, parce que d'un côté, on voit des changements qu'on ne peut pas nier et qui sont positifs. Je pense aux infrastructures, on peut penser à ce qui a été fait dans le domaine de la santé, malgré toutes les insuffisances, mais aussi dans le domaine, par exemple, éducatif, et il y aurait encore d'autres exemples à citer. Mais dans le même temps, on voit des besoins essentiels, pour ne pas dire vitaux, auxquels il n'est pas répondu, alors que la communauté internationale est mobilisée depuis 10 ans avec des moyens absolument considérables, et on se pose la question, pourquoi ? Alors évidemment, c'est plus facile de poser la question que d'y répondre, mais enfin tout de même. Je voudrais prendre quelques chiffres pour poursuivre sur ce qui a été dit, qui campe un peu le sujet aujourd'hui. Donc déjà, nous avons encore 3 millions de réfugiés afghans au Pakistan et en Iran. On finit par oublier qu'il y en a encore, mais il y en a encore 3 millions. On a près de 500 000 déplacés, qui sont essentiellement quand même dus au combat et à la pauvreté. On a effectivement 50% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique, 31% des Afghans qui ne mangent pas leur faim. Vous savez qu'il y a une grave sécheresse qui a affecté notamment le nord de l'Afghanistan cette année et qui touche environ 8 millions de personnes. C'est pas peu de choses. Et c'est d'ailleurs cela jusqu'à Kaboul même. Hein. Nous, sur l'alerte internationale, on intervient à Kaboul dans ce qu'on appelle les KISS, Kaboul Informal Settlement, 20 000 personnes qui vivent dans des conditions scandaleuses de dénuement, sur des terrains, donc c'est informel parce que ça n'est pas autorisé, et rien n'est fait pour les autoriser, parce que c'est sur des terrains qui n'appartiennent pas bien sûr à ces personnes, à ces populations, et je dirais qu'on est dans les pires situations possibles de l'aide humanitaire à Kaboul, à 2 pas des centres commerciaux, des hôtels de luxe qui se construisent. Donc non seulement il y a cette pauvreté, mais qui est choquante au regard des moyens qui prospèrent à travers des infrastructures dont on se demande par quelles sont financées et comment elles fonctionnent. Mais je pourrais prendre un autre exemple qui est celui de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement que Jacques de Maillot a évoqué. 27%, on a 78% de la population afghane qui n'a pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. D'après le MRRD, qui est le ministère de la Reconstruction et du Développement Rural, 5% seulement de la population a accès à des systèmes d'assainissement. Donc on voit bien le lien manque d'assainissement et insalubrité de l'eau. Mais nous-mêmes, à Solidarité Internationale, avec d'autres associations, nous sommes dans les quartiers périphériques de Kaboul, donc dans Kaboul, hein, hors master plan, donc dans des quartiers qui n'existent pas, dans un plan d'urbanisme quelconque, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Donc on vit comme à la campagne, sauf qu'il y a 2 à 3 millions d'habitants qui vivent les uns sur les autres. Et on apporte l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, selon les techniques qu'on emploie dans les villages les plus reculés des vallées d'Afghanistan, sans que rien soit fait pour mettre en place des systèmes d'adduction d'eau, des systèmes de traitement de l'eau. Donc on se dit, et alors évidemment, on pourrait se dire, l'eau c'est peut-être un luxe, sauf que l'eau insalubre est une cause majeure de mortalité, notamment des enfants, du fait des diarrhées, bien d'autres maladies. Et donc c'est tout simplement une urgence, parce que l'eau insalubre elle tue énormément de gens, notamment des enfants, donc c'est une urgence. C'est pas un luxe, l'eau potable, c'est une urgence. Donc on est dans cette situation. Donc ce qu'on dit, c'est que nous étions là avant l'intervention de l'OTAN. On est intervenu parce qu'il y avait une guerre dans ce pays, que c'est un pays pauvre, qui à l'époque était seul. Alors aujourd'hui, il est plus seul, mais la guerre continue.
comme le disaient Pierre et Jacques et Christian, la guerre non seulement se poursuit, mais nous, on constate qu'elle s'étend, qu'elle progresse. Les Nations Unies, dans leur dernier rapport, le rapport de Stéphane de Mistura, ou le secrétaire général des Nations Unies, disent que la moitié du territoire n'est pas accessible à l'aide humanitaire aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans le rapport des Nations Unies. Donc ça veut bien dire que l'insécurité ne permet pas l'accès des secours aux populations. Évidemment, ça ne pose pas la question de l'intervention de l'armée afghane et des forces de l'OTAN qui sont dans la guerre. Mais l'accès des secours, c'est un autre problème. Et comme on le sait, c'est que les populations sont au cœur non seulement de l'action humanitaire, mais sont aussi au cœur de la solution du conflit, c'est-à-dire de la solution politique. Donc évidemment, c'est très lié. Très bien, merci Alain. Alors justement, tu fais une transition quelque part. Je voudrais maintenant qu'on s'attache pendant un certain nombre de minutes à revisiter, à regarder un peu ces 10 années écoulées dans cette curieuse relation qui a été cette humanitaire en Afghanistan, en sachant que ça a été rappelé, les humanitaires sont en Afghanistan depuis très longtemps, et depuis les Russes, etc. 31 ans pour Solidarité, par exemple, bon, la période des Russes, la période des talibans, ensuite cette période de la coalition depuis 10 ans. Donc j'aimerais que tous les trois vous entendent là-dessus, déjà, voir quel regard vous portez en revisitant ce curieux humanitaire qu'a été cet humanitaire aux côtés de cette coalition de l'OTAN depuis 10 ans. La question qu'on peut se poser, ça concerne évidemment l'indépendance, l'instrumentalisation possible. Donc j'en reviendrai peut-être sur Alain et puis ensuite sur Pierre, et après on verra la politique du CICR là-dessus. Alain Boisnet, donc grande expérience de terrain, vous avez connu toutes les périodes. Qu'est-ce que vous pouvez porter comme jugement sur justement la façon dont l'humanitaire a agi dans ce cadre très particulier depuis 10 ans? Alors effectivement, d'abord, je voudrais rappeler que les ONG françaises du Mouvement Sans Frontières ont toutes été présentes très tôt, à partir de 1980, en Afghanistan, avec peu de moyens au départ, et puis de plus en plus. J'ai aussi le souvenir de l'équipe du CICR à Peshawar, qui était une petite équipe à l'époque, mais on avait des petites équipes à l'époque, on avait peu de moyens, et puis c'était le début du conflit, tout simplement. Et puis on a connu, comme Christian le dit, finalement tous les conflits, parce que finalement, c'est une guerre qui dure depuis 31 ans dont on ne sort pas. Et qui aujourd'hui reprend de plus belle, à sa manière, à sa façon. Elle n'a pas toujours pris ces formes-là, elle s'adapte. Et donc, au fond, nous, on a connu ces différents conflits avec les mêmes acteurs, dans des postures et parfois des alliances différentes. Mais pratiquement tous les acteurs du conflit, à part les troupes de l'OTAN, je ne parle pas des Américains qui ont toujours été sur le conflit, les Européens évidemment peu ou moins, mais enfin c'est les mêmes acteurs dans des postures différentes et des alliances différentes. Et l'aide humanitaire, pour y avoir réfléchi un peu, finalement est très très liée aux différentes phases du conflit rapportées à la pauvreté. Donc je ne vais pas refaire l'histoire, elle serait longue. Au début, on était une poignée, on n'avait pas de moyens. Et on agissait clandestinement, c'est l'idée du devoir d'ingérence. Donc on allait secourir les Afghans de l'autre côté de la frontière, sans autorisation ni visa, clandestinement avec les Moudjahidines, que ce soit les équipes médicales, d'ailleurs de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières, d'Aide médicale internationale, les actions de l'AFRAN, de Madeira ou de Solidarité internationale, et puis d'autres, et de plus en plus. À la veille de l'assassinat du commandant Massoud et de l'attentat contre le World Trade Center, il y avait une cinquantaine d'ONG à Kaboul. Donc on est à l'automne 2001. Je rappelle finalement qu'au moment de la 5e bataille de Kaboul, le 1er janvier 1994, quand le Junbish de Dostum et le Hezb islami de Gulbuddin Hekmatyar ont attaqué Kaboul tenu par Massoud, il y avait 3-4 ONG présentes à Kaboul. Juste rappelle ça. Il y en avait 80 à Peshawar, et pas beaucoup ont bougé pour aller à Kaboul. Il est tombé 800 roquettes de 107 mm ce jour-là sur la ville et il n'y a pas beaucoup de monde pour aider la population. Maintenant, effectivement, comme le dit Pierre, il y a 300-400 ONG. Ça ne semble pas régler le problème, ni la présence de 140 000 hommes de l'OTAN, 300-350 000 soldats et policiers afghans. C'est dire si la situation s'est améliorée. Donc on est dans une configuration complètement différente. Manifestement, on n'a pas trouvé la solution militaire ni la solution politique. Il y a des progrès pour la population dans certains domaines, il faut le dire. Le programme de solidarité nationale, décrié à juste titre souvent, a aussi eu des résultats positifs, le NSP, même s'il est décrié pour plein de raisons. Mais
Mais en fait, la situation politique est loin d'être réglée. La situation militaire, évidemment, je rappelle qu'en fin 2008, on disait qu'il n'y avait pas de solution militaire. J'ai l'impression que c'est toujours le cas. On en reparlera plus tard. Et la situation humanitaire, naturellement, non plus. Je voudrais simplement terminer en disant une chose, c'est que moi, quand je suis allé en Afghanistan la première fois, en décembre 1980, on évaluait le nombre d'Afghans à 17 millions. Aujourd'hui, ils sont 27, 28, 30 millions. Il y a entre 500 000 et 1 million de jeunes Afghans en plus chaque année. En 2040, ils seront plus nombreux que les Français. Donc c'est clair que la démographie, c'est aussi un élément fondamental, comme l'urbanisation, et François insiste souvent là-dessus, François Grunewald, à juste titre. Et à Kaboul, on voit bien ce qui est en train de se passer. Et je pense que là, on est ici face à des risques qui demain se produiront dans les zones urbaines surpeuplées, pauvres, et sans espoir et sans perspective. Pierre, je reviens moi sur effectivement ce regard porté sur ces 10 années. Bon, on a beaucoup parlé quand même d'une marge de manœuvre des ONG qui, dans ce contexte très particulier, était peut-être réduite. On a aussi vu au fil des années une montée d'un phénomène dans la population anti-occidentale, avec une assimilation des ONG expatriées des pays du Nord, etc. Quel est votre sentiment là-dessus ? Oui, pour répondre à la question sur les 10 ans écoulés, je pense que, enfin en tous les cas, ce que je vous propose, c'est d'y répondre en tenant compte de la décennie russe, enfin soviétique, puisque les humanitaires ont été présents depuis 1979, de 1979 à 1989 sous occupation soviétique, puis une période que Donini qualifie de moment où l'Afghanistan est sorti des écrans radars des pays occidentaux, puis ensuite de nouveau une troisième décennie qu'on termine aujourd'hui, 2001-2011. On ne peut pas comprendre la situation, de mon point de vue, 2001-2011, enfin là où nous en sommes aujourd'hui, sans faire référence à l'époque de l'occupation soviétique. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a un point commun par rapport à la période d'occupation soviétique et une grosse différence. Le point, je vais le dire de façon un peu provocante, mais comme ça créera les conditions du débat avec la salle. Le point commun, c'est que, autant dans la décennie qui vient de s'écouler que dans la période d'occupation soviétique, le mouvement humanitaire non gouvernemental n'a pas été neutre. Et que la génération des ONG, dans laquelle j'inclus Médecins du Monde, qui s'est engagée en Afghanistan au moment de l'occupation soviétique, très clairement, de mon point de vue, a constitué un outil complémentaire à la stratégie des États-Unis d'embourbement de l'Union soviétique dans le bourbier afghan, et que les ONG françaises, comme beaucoup d'autres, ont été sans beaucoup de complexe aux côtés des Moudjahidines que Ronald Reagan qualifiait à l'époque de combattants de la liberté. Ensuite, il y a eu une décennie plus trouble, je ne vais pas m'y appesantir maintenant, mais quand arrive 2001, et c'est comme ça que je voudrais qualifier la dernière décennie. Cette dernière décennie, 2001-2011, moi, du point de vue humanitaire, je la qualifie comme constituant une inversion de paradigme. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation d'occupation soviétique où les humanitaires intervenaient dans une très large proportion auprès des mouvements rebelles, à une décennie 2001-2011 qui se caractérise par le fait que les humanitaires sont quasi dans l'incapacité d'intervenir sur les zones contrôlées par les rebelles. Et c'est cela que j'appelle inversion de paradigme, et je crois que c'est une question qui est centrale dans le débat que nous aurons ce soir.